Bonjour, donc je suis Annie Katzmann, je suis l'archéologue du château de Versailles et je fouille dans le domaine de Versailles et dans celui de Trianon depuis 1995. Il se trouve qu'en 2009, le domaine de Marly a été rattaché à celui de Versailles et en tant qu'archéologue de l'établissement public de Versailles qui gère les deux domaines, j'ai pu, à partir de cette date, reprendre les travaux de mon collègue et ami Bruno Benz, les travaux qu'il avait réalisés autour de 1990. Et je faisais à cette époque partie de son équipe. Je vais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du domaine de Marly, l'évoquer très brièvement à partir de ce tableau très célèbre datant du début du XVIIIe siècle. Et donc, Marly est une résidence aménagée par Louis XIV à partir de 1679 avec son architecte Jules Ardoin-Manchard. Cette résidence est située à peu près à mi-chemin entre ces deux résidences, ces deux châteaux de Saint-Germain et de Versailles. Et ce domaine était plutôt destiné à l'origine, en tout cas, aux jeux et à la chasse, aux loisirs. Et c'était être invité à Marly était une reconnaissance de choix pour les courtisans. L'étiquette y était beaucoup moins stricte qu'à Versailles et les invités étaient très friands de ces invitations. Donc, le château était organisé autour d'un pavillon de plan carré d'inspiration palladienne qui trônait au centre de deux axes, l'axe nord-sud ici, l'axe est-ouest ici, et il trônait sur une butte. Et de part et d'autre d'un axe formé par une succession de bassins se trouvaient 6 de chaque côté, petits pavillons destinés aux invités. Et dans chacun de ces pavillons, il y avait 2 appartements. Il y avait d'autres bâtiments, en particulier cette grosse construction qui était le bâtiment des offices, que j'évoquerai dans le cours de ma conférence. Donc, le gros des travaux a été réalisé entre 1679 et 1683. Mais par la suite, le roi se plaisant beaucoup à Marly, y séjournant de plus en plus souvent, Marly est devenu aussi un lieu de gouvernement. Et Louis XIV, surtout à la fin de son règne, a réalisé de très nombreuses transformations dans ses jardins. Donc, après la mort du roi en 1715, le château est tombé un peu en abandon. Le régent ne s'y intéressait pas du tout. Certaines démolitions ont déjà été effectuées, en particulier cette grande cascade de marbre appelée la rivière qu'on voit ici en fond de perspective. Elle a été détruite en 1728. Les successeurs de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI sont venus assez fréquemment à Marly, mais le domaine n'a pas connu la même vie trépidante qu'à l'époque de Louis XIV. À la fin de la Révolution, en 1799, le domaine a été vendu à un entrepreneur en filature nommé Alexandre Saniel, mais celui-ci a fait rapidement faillite et pour rentrer dans ses frais, il a essayé de vendre le domaine à Napoléon Ier, mais celui-ci a dans un premier temps refusé. Et donc, l'entrepreneur, pour se faire un peu d'argent, a vendu tous les bâtiments en carrière de matériaux. Donc, tous les bâtiments ont été dépecés entre 1806 et 1811. Et finalement, en 1811, Napoléon Ier a finalement accepté d'acheter le château, mais il était complètement dépouillé de tous ses bâtiments.
le domaine a assez vite intéressé les archéologues, puisque des sondages sont mentionnés dans les années 1860 par un certain Alexandre Guillaumeau, qui mentionne avoir réalisé quelques sondages dans son livre sur l'architecture du château de Marly. Dans les années 1930, l'association du Vieux Marly a aussi réalisé quelques sondages précédant la nomination sur le site d'un architecte des monuments historiques nommé Robert Danis, et chargé d'aménager le site et de le mettre en valeur. Donc l'aspect qu'a le domaine actuellement est largement hérité des travaux de Robert Danis. Puis, comme je vous l'ai dit, autour de 1990, donc Bruno Benz a réalisé 5 campagnes de fouilles archéologiques, et j'ai moi-même, dans les années 2010, réalisé 3 années de fouilles programmées. Donc, je vais vous montrer quelques images de ces fouilles. D'abord, quelques marches de la Grande Rivière, cette grande rivière qui a été construite autour de 1600, à partir de 1696-97, donc qui a été maintes fois modifiée pour finalement être détruite en 1728. Cette cascade était dans ses états le plus aboutis, entièrement recouverte de marbre, et ces marbres, lors de sa destruction, ont été offerts à l'église Saint-Sulpice, qui était alors en cours de construction. Nous avons trouvé, donc j'avais calculé la taille de mon sondage pour être sûr de tomber sur au moins une marche complète de cette cascade, hein, puisque la cascade était formée par une succession de bassins. Et nous avons pu voir comment ces marches étaient construites. C'était des marches en maçonnerie. Donc, il s'est trouvé au milieu des marches une saignée, hein, qui avait été taillée au moment de la destruction de la cascade. Et ça a permis d'examiner la construction, la maçonnerie de construction, sans avoir nous-mêmes à procéder à des destructions. Et donc, nous avons trouvé une maçonnerie traditionnelle en moellon et mortier de chaux et sable, recouvert d'une épaisse couche d'une 10 ou douzaine de centimètres d'épaisseur, d'un mortier appelé mortier hydraulique ou ciment romain, puisque ce ciment est connu depuis l'Antiquité. Et ce mortier est composé d'un mélange de chaux et de tuileaux concassés qui lui donne sa couleur rose. Et c'est un enduit très étanche et qui prend sous l'eau. Donc, c'est une méthode couramment utilisée pour l'étanchéité des bassins. Sur cet enduit, nous avons pu constater plusieurs traces des plaques de marbre. Et grâce à ces traces et aux nombreuses représentations de cette rivière, en particulier dans les très beaux albums qui sont conservés aux archives nationales, dont je vous montrerai quelques extraits, quelques aquarelles, nous avons pu proposer une restitution de cette rivière. Vous avez ici la fouille. Donc, la rivière a été fouillée en 2013. Ici, je vous montre une vue faite au drone de notre chantier de 2014, qui était, donc nous avons fouillé le 3e pavillon du Levant. Donc, nous voyons ici tout le pourtour du pavillon, les murs de refend ici la pièce principale. Ici, vous avez le soubassement du premier escalier. Hein. Les escaliers ont été modifiés en 1698, mais le 2e
escalier qui était reporté plus à l'est n'apparaissait pas du tout dans les fondations. Seules les fondations du premier escalier étaient apparentes. Et vous avez ici la fosse des Anses qui est en début de fouille, hein, elle n'a pas été encore totalement fouillée. Et dans cette fosse des Anses qui n'avait pas été fouillée, nous avons trouvé de très beaux objets que Sylvie Raoult, mon assistante, vous montrera demain. Ici, nous avons quelques fondations du berceau de treillage, qui ici et ici aussi, qui reliaient les pavillons entre eux. Et en arrière du pavillon, comme ce n'était pas comme pour le pavillon royal, les petits pavillons n'étaient visibles que sur 3 faces, les gouttières pour l'évacuation des eaux ont pu être évacuées vers l'arrière et par 2 pierrets, hein, ces petits caniveaux qui étaient souterrains à l'origine. Les eaux de pluie étaient rejetées dans cet aqueduc que l'on voit ici, qui a été comblé au moment de la démolition des bâtiments. Enfin, la fouille de 2015 a concerné le pavillon royal, dont vous voyez ici une vue à la nacelle. Donc, nous avons fouillé l'état que vous voyez ici avec les grosses dalles de pierre, c'est un état de Robert d'Anis. C'est Robert d'Anis qui a évoqué, qui a remonté la butte. La butte avait été arasée en 1852 par ordre de l'impératrice Eugénie, qui passait par ici en carrosse. Et Robert d'Anis a reconstitué la butte et à l'aide de grosses dalles de pierre, il a évoqué le plan du pavillon sur l'esplanade ainsi formée. Donc, nous avons fouillé l'appartement du roi ici, nous avons trouvé tous les murs de Refend et nous avons fouillé ici dans ce qui s'appelait à l'époque le trou noir, puisque c'était un espace très sombre, peu éclairé entre les 3 pièces principales de l'appartement et le grand salon central, là où se trouvaient les garde-robes et les espaces de service. Et donc, nous supposions, au vu des plans des étages supérieurs qui montraient des latrines dans les étages, nous supposions qu'il y avait des fosses d'aisance ici, et nous les avons effectivement trouvées, mais celles-ci avaient été curées, contrairement au pavillon qui se trouvait du côté du Levant. Du côté de l'appartement de la reine, nous avons uniquement fouillé les caves, avec une imbrication de murs qu'il a été très difficile d'interpréter. Finalement, nous avons réussi quand même à interpréter plusieurs états de ces caves qui ont été transformées à plusieurs reprises. Et enfin, dans le grand salon central, ou plus exactement sous le salon central, nous avons mis au jour un système de pierrets, ces petits aqueducs qui avaient perdu leur couvrement. Et en fait, contrairement au petit pavillon, le pavillon royal était visible sur toutes ses faces. Donc, il était hors de question de les déparer par des descentes de pluie, par des gouttières. Et les eaux ont été rejetées vers l'intérieur et elles passaient dans des canalisations de terre cuite qui étaient prises dans les maçonneries entre les appartements et le salon. Nous avons trouvé d'ailleurs dans les remblais des caves et des fosses de très nombreux tessons de terre cuite et nous avons pu ainsi remonter plusieurs tronçons de ces canalisations d'eau pluviale. Donc, à partir des pans coupés, l'eau était rassemblée au centre du salon et par un 5e aqueduc, elle s'écoulait à travers les fondations du vestibule ouest. Elle s'écoulait jusqu'à un aqueduc qui les emmenait en dehors du pavillon. Les travaux de 2014 et de 2015 ont été évoqués par un documentaire qui a été tourné par Gédéon Programme et qui est sorti à l'automne 2015.
Et vous voyez sur son affiche une restitution du pavillon tel qu'il était, avec ses façades en trompe-l'œil. Tout ça étant clairement pas en trompe-l'œil. En fait, les façades sont totalement plates. On se posait la question avec Bruno de savoir comment ces façades étaient constituées, de quoi elles étaient constituées. Bruno, depuis ses recherches, et puis moi, depuis le début des miennes aussi, nous cherchons à trouver des fragments de façade. Et nous en avons trouvé un seul attesté, un morceau de plâtre peint en faux marbre Languedoc, qui est conservé au musée du domaine royal. Et grâce à ça, nous avons pu constater que les façades n'étaient pas peintes à fresque comme en Italie et comme le décrivaient les archives contemporaines. Fresque est simplement en fait un terme générique pour dire peinture murale, et en fait ces façades étaient faites en plâtre peint, vraisemblablement à l'huile. Mais bon, une fois que nous avons fouillé le pavillon, à la suite des recherches qui ont été menées au XXe siècle et dans les années 2010, on sait que tout est encore en sous-sol, qu'il y a énormément de choses de fouiller. Mais une fois qu'on a fouillé le pavillon royal, ce qui est vraiment le point d'orgue du domaine, quoi fouiller, quoi faire ensuite? Donc, il m'a fallu un certain temps pour rendre le rapport de ces fouilles programmées. J'ai terminé mon rapport en 2019, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu songer à engager un autre programme de fouilles, d'intervention. Et je me suis dit que bon, c'est intéressant de faire des fouilles, des choses en fuite, mais c'est sinon plus intéressant, au moins plus important, de mettre en valeur les choses qui existent encore, parce que certaines structures existent encore en surface, et en particulier les murs de refend. Puisque je ne sais plus si je vous l'ai expliqué en commentaire du tableau de 1715, en fait, l'aménagement, et je suppose que vous vous en doutez, l'aménagement du parc dans un vallon qui était asymétrique a nécessité de très nombreux travaux de terrassement. Et il se trouve que je travaille depuis 2014 avec un certain Jean-David Verne, qui est enseignant-chercheur à l'Institut Unilassal de Beauvais. Et Jean-David, qui est donc géotechnicien, s'intéresse au mur de soutènement, il s'intéresse au parc de Marly, et il a fait travailler depuis 2014 des équipes d'étudiants et sur les murs de soutènement, et aussi sur les travaux de terrassement réalisés à l'époque de Louis XIV. Il se trouve qu'en 2015-2016, un binôme d'étudiants a dressé un inventaire de tous les murs de soutènement du parc. Et donc, je me suis basée sur cet inventaire pour réfléchir aux structures que nous pourrons étudier. Donc, ayant rendu mon rapport en 2019, j'ai pu en 2020 envisager un nouveau programme, donc un PCR, comme c'était indiqué dans la diapositive de titre. Donc, un PCR, ça veut dire projet commun de recherche. En effet, ça concerne ça intéresse plusieurs organismes. Donc, il y a d'abord, bien sûr, l'établissement public de Versailles, mais aussi l'Institut Unilassal de Beauvais. Et j'ai contacté des professeurs de Paris 1 de manière à intervenir en archéologie du bâti. Donc, nous avions convenu avec les professeurs de Paris 1 de travailler sur 2 murs. Donc, vous avez ici le mur des offices. Je vous ai indiqué tout à l'heure sur le tableau le bâtiment des offices. Donc, nous voyons ici l'intérieur des offices. Et en fait, ce mur n'est pas un mur de soutènement, c'est un mur qui n'est pas du tout épais, il fait seulement quelques dizaines
2 cm d'épaisseur. Et donc, toute la terre, là on voit que la terre qui est derrière, hein, il y a des arbres, mais en fait la terre, elle se tient elle-même, c'est de la terre en déblai, c'est-à-dire que c'est encore le substrat géologique, donc il se tient très bien, et le mur est un simple plaquage au-dessus devant ce substrat géologique. Donc, je trouvais ce mur intéressant, puisque c'est encore un mur à peu près dans son jus. Donc, il y a eu quelques travaux de restauration au cours des temps. Mais bon, on voit encore des ouvertures, un mur de refend. Il a été repris par Robert Danis. Toute cette partie-là a été refaite par Robert Danis. Et en plus, ce mur-là, ainsi que le mur de la route de Bacchus que l'on voit ici et que l'on voit mieux sur cette diapositive, ce mur-là était en projet de restauration par l'établissement public, donc c'était le moment de l'étudier avant qu'il soit de nouveau restauré. Et donc, nous avions convenu avec les professeurs de Paris 1 que nous interviendrions, qu'une équipe d'étudiants interviendrait en 2 temps, qu'il y aurait d'abord un premier stage en mai, et un deuxième où on examinerait, où on ferait plus de l'étude pierre à pierre en juin, et qu'entre-temps, on dresserait un échafaudage. Donc, l'échafaudage était commandé, enfin, tout était prêt, et bien sûr, vous savez que le contexte sanitaire n'a pas permis la réalisation de ce projet, et jusqu'au dernier moment, jusqu'au 2 juin, je ne savais pas si je pourrais avoir des stagiaires, si je pourrais mener une opération dans le parc de Marly. Et donc, j'ai choisi 2 secteurs de substitution qui sont des secteurs des murs de petite envergure qui permettaient d'être étudiés sans échafaudage et avec des équipes de stagiaires réduites. Et donc, j'ai choisi le balcon des Muses, donc, que vous voyez ici. Donc, il est entièrement recouvert d'herbe et de terre. Et encore, cette photo a été prise après l'intervention de mon collègue, le jardinier de Marly, Christophe Thomas, qui avait déjà bien débroussaillé l'endroit. Mais je n'avais pas pris de photo avant débroussaillage. Et en bas, vous avez un mur qui est le mur du corps de garde suisse, qui se trouve en haut de l'axe est-ouest, du côté de la grille royale qui se trouve ici, à l'est du domaine. Je vais donc vous parler, vous détailler ces différentes opérations. Donc, je vous présente une des vues du fameux album dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé d'une série de très beaux albums d'aquarelles qui ont été dressés à la fin du règne, qui ont été réalisés à la fin du règne de Louis XIV et qui sont conservés aux Archives nationales. Ce secteur a été modifié de nombreuses fois, mais je ne vous présente que le dernier état, qui est celui que nous avons retrouvé, dont nous avons retrouvé les vestiges. Donc, c'est un état qui a été réalisé en 1702. Vous voyez qu'il y avait là un grand bassin ovale qui a remplacé un réservoir antérieur qui était encore plus grand, mais il a repris cette fonction de réservoir en étant très, très profond. C'est un bassin très profond qui a gardé le rôle de réservoir. Au centre de ce bassin, il y avait une gerbe d'eau qui a pris la place des 3 jets qu'il y avait dans l'état de 1693 du réservoir précédent. Ce bassin était donc entouré d'une rambarde de fer forgé et ici d'une terrasse. Donc les terrasses à l'époque, une terrasse sur laquelle rayonnait tout un système d'allées. Donc les aménagements de sol de terrasse à l'époque étaient constitués de calcaire concassé qu'on appelait de la recoupe, et cette recoupe était recouverte de sable de rivière. Et à l'est du bassin, vous avez cette structure qu'on pourrait prendre
pour un parterre, pour un tapis de gazon. Mais en réalité, c'est une charmille qui est plaquée devant un mur. En haut de ce mur, vous avez un garde-corps en fer forgé et à la base du mur, un banc de menuiserie peint en vert. Donc, c'est cette structure qui était appelée le balcon des Muses. Donc, vous avez un autre tableau plus tardif sur lequel on se rend mieux compte de ce qu'était ce balcon. Ici, vous voyez que la charmille a été remplacée par un treillage, mais en haut, il y a toujours le garde-corps de fer forgé et à la base du mur, le grand banc de bois qui est occupé par les spectateurs. Donc, nous avons, dans un premier temps, dégagé la face du mur de son herbe et de sa terre. Vous voyez qu'il s'agit d'une maçonnerie très grossière. C'est parce qu'en fait, c'est le blocage du mur à la maçonnerie qui était en arrière. Et plaqué contre ce blocage, il y avait en fait un mur de parement qui était vraisemblablement constitué de gros blocs de pierre épanelés. Et ces pierres ont été prélevées au début du XIXe siècle lors de la vente des matériaux de construction. Nous avons fait en haut du mur un sondage qui permettait d'appréhender l'épaisseur de la maçonnerie. Et dans un deuxième temps, j'ai fait venir une mini-pelle qui a creusé au pied de cette structure, de ce balcon, toute une tranchée qui a permis de dégager de gros blocs de pierre qui étaient vraisemblablement le soubassement du parement disparu. Nous avons aussi trouvé un petit aqueduc qui date vraisemblablement de l'état de 1693, puisque des plans de cette époque montrent qu'il y avait une canalisation en plomb qui alimentait les 3G du réservoir. Donc, la canalisation en plomb a été fondue pendant la Révolution, mais le petit aqueduc existe toujours. Donc, voici une autre vue de ce balcon des Muses. Donc, j'ai essayé de creuser un peu pour avoir la profondeur des fondations que l'on voit ici. Malheureusement, nous sommes à l'interface entre une couche perméable et une couche imperméable, de sorte qu'il y a beaucoup d'eau qui coule et nos sondages ont été immédiatement inondés, de sorte que je n'ai pas pu voir la profondeur des fondations. Donc, vous voyez ici une coupe de terrain avec une strate plus claire ici. Donc, dans un premier temps, j'ai interprété cette strate claire comme étant l'aménagement de sol d'origine mis en place en 1702, tel que vous l'avez vu sur l'une des diapos précédentes, sur l'aquarelle. Mais il se trouve, donc là nous avons fait un log, c'est-à-dire une stratigraphie schématique de la coupe de terrain que vous venez voir, avec ici la maçonnerie en jaune. En jaune, c'est l'époque de construction. Vous avez ici le blocage, ici les pierres de soubassement et ici la fondation dont nous avons mis les pointillés pour montrer que nous ne connaissons pas sa profondeur exacte. Et sous cette couche claire, nous avons trouvé quelques tessons de faïence qui ont été remontés et nous avons trouvé ce fragment d'assiette. Donc, ma collègue Sylvie Raoult, qui s'occupe du mobilier archéologique, a fait des recherches sur Internet et elle a retrouvé cette assiette qui était en vente chez Drouot. Et cette assiette était bien documentée. Elle était signée à l'arrière, donc on sait qu'elle a été produite par la manufacture de Creil et Montereau.
et qu'elle appartenait à une série produite par cette manufacture qui s'appelait la série Théâtre, et elle représente exactement une scène d'une pièce de théâtre qui s'appelle Tricoche et Cacoulé et qui a été donnée au théâtre du Palais Royal en 1871. Donc cette assiette est datable entre 1871 et 1920, de sorte que cette strate de calcaire concassé ne peut pas dater des origines et qu'elle a sans doute été mise en place au cours des travaux qui ont été faits avant l'arrivée de Robert Danis en 1932. Les travaux ont été faits en 1932. Vous avez ici une photo qui date de 1933, avant la mise en eau du bassin. Et c'est vraisemblablement à cette époque-là que cette couche de calcaire concassé a été mise en place. Donc, je vous remets la vue du balcon des Muses avec la coupe de terrain pour vous évoquer ce que nous avons l'intention de faire. Si vous avez été vous promener récemment dans le parc, vous avez vu que nos tas de terre sont toujours en place, mais ce n'est pas parce que les choses sont abandonnées. Nous avons des projets pour mettre en valeur cet endroit. Déjà, l'idée, donc nous y avons réfléchi avec Christophe Thomas, donc le jardinier, qui a déjà mis en place une évocation des allées, des anciennes allées que vous avez vues sur l'aquarelle de 1702. Il les a évoquées en tondant l'herbe de manière différenciée. Et donc, notre idée serait d'araser le terrain de manière à le laisser au niveau de la couche claire ici, ce qui permettrait qu'on voit encore une partie de l'ancien soubassement. Le niveau arriverait à peu près au milieu de l'alignement de gros blocs, alors qu'avant, vous voyez encore ici le niveau du terrain d'origine avant notre intervention. Nous laisserons au moins la bouche de l'aqueduc apparent en laissant couler le petit filet d'eau. Et ici, tout cet espace serait aménagé. Donc, a priori, nous avons proposé de la mettre en recoupe, de remettre de l'aménagement de sol comme à l'origine. Et en haut, donc évidemment, nous n'allons pas remettre les garde-corps en fer forgé, mais des rambardes plus rustiques. Et en arrière de ces rambardes, nous avons proposé de mettre des bancs de manière à ce que le public puisse admirer la vue, puisqu'il n'y a pas du tout de banc à cet endroit-là. Il y en a plus bas dans les allées qui se trouvent en bas de la pente, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de banc. Donc, nous avons proposé de mettre des bancs qui donneraient en plus sur un beau point de vue. Et pour améliorer ce point de vue, nous envisageons de faucarder le bassin ovale qui existe. Donc, vous avez vu qu'il a été refait en 1932. Mais il est complètement envahi de roseaux, entouré de broussailles, il y a un grillage qui l'enserre, et donc l'idée est de dégager tout ça. Probablement, il ne pourra pas être mis en eau, mais même s'il ne peut pas être mis en eau, peut-être qu'on pourra le mettre en valeur par une rondelle de gazon ou un autre aménagement. Bon, nous avons fait des propositions. C'est l'entreprise Chapelle qui travaille dans le parc est en train de faire un devis et ces projets sont aux mains des architectes. Ce n'est pas nous qui avons les décisions finales. Par contre, ce que je vais faire, c'est un panneau expliquant toute l'histoire de cet endroit, parce que c'est dommage qu'on ignore sa riche histoire, parce que ça a été un endroit magnifique. Donc, je vais vous parler maintenant du corps de garde nord. Donc, vous avez encore un extrait de ces magnifiques albums des Archives nationales qui montre l'esplanade de l'entrée principale
dans le parc par la grille royale. Donc ça, c'est la grille, ce n'est pas la grille qui est en place actuellement. Hein. La grille que vous avez là a été fondue pendant la Révolution, et celle qui est encore en place aujourd'hui est celle qui a été mise en place par Robert Danis, qui est intervenu dans ce secteur. Et comme dans tout château royaux, vous avez un corps de garde pour les Suisses au nord et pour les gardes françaises au sud. Je vous ai mis ici en encart une coupe qui est tirée d'un autre document qui permet de voir comment ces corps de garde étaient constitués. Donc, il y avait une longue salle qui prenait presque toute la surface du bâtiment, dans laquelle des plateformes de bois permettaient aux gardes d'aligner leurs paillasses pour dormir. Et en avant de cette salle, il y avait un péristyle que l'on voit ici qui s'ouvrait par des arcades sur l'esplanade. Voilà, et vous avez ici, je vous montre au passage les écuries, hein, tout cet ensemble ayant été construit à partir des années 1684. Ce qui reste, oui, j'ai oublié de vous montrer, en fait, les bâtiments ont été détruits avec le reste du domaine au début du 19e siècle, et c'est ce mur-là qui reste encore en place. Donc là, il était nettement moins compliqué à dégager que que la maçonnerie du balcon des Muses. Il a suffi d'enlever quelques mousses et quelques végétations adventices. Ce qui a pris quand même un peu de temps parce que ces murs présentent une grande longueur. Nous avons réalisé 2 photogrammétries, hein, une sur la face externe donnant sur la cour des écuries, enfin, ce n'était pas la cour des écuries, mais pas sur l'esplanade en tout cas, et le mur sur l'intérieur, là on est à l'intérieur du corps de garde, et l'on voit d'ailleurs toute cette série de trous sont en fait les trous de Boula qui permettaient de mettre les poutres pour soutenir les plateformes pour les paillasses des gardes. Nous avons aussi sur la face extérieure de ce corps de garde fait un petit sondage pour examiner les fondations du bâtiment. Donc ça a été fait en photogrammétrie parce que nous ne pouvions pas faire du relevé pierre à pierre sur toute la longueur de ce mur, mais nous avons choisi une travée caractéristique pour en faire un vrai relevé à l'ancienne avec des mètres et des fils à plomb, un vrai relevé pierre à pierre. Et donc, nous avons constaté différents mortiers, hein, qui sont ici indiqués par des légendes différentes, ce qui donne, voilà, donc j'ai interprété ça un peu assez rapidement en 4 phases d'intervention. La phase de construction, d'abord, en jaune, datant des années 1600, à partir de 1680. Ici, ce que j'ai interprété comme une modification en cours d'occupation du bâtiment. Hein, ça pourrait être, bien que ces 2 pierres qui dépassent, gênent un peu pour cette interprétation, mais ça pourrait être la transformation d'une porte en fenêtre. Et vous avez en bleu la consolidation de Robert Danis. En orange, nous avons une intervention plus récente qui pourrait dater des années 1950, peut-être 1950-60. Et c'est un bâtiment qui avait été accolé à ce mur et qui a été détruit par la suite, avec ici un trou pour ancrer quelque chose dans le mur. Donc ça, c'est une première interprétation rapide. Il y a maintenant, à partir de cette année, il y a Akane Hori qui travaille avec nous, et comme Akane fait une thèse de doctorat sur les matériaux de construction, elle va nous étudier tous ces matériaux plus en détail et nous donnera une interprétation beaucoup plus fine des différentes phases d'intervention sur ces murs. Donc voici une vue
de l'intérieur. Là, nous sommes à l'intérieur du corps de garde. Et vous voyez sur la gauche les aménagements qui ont été faits par Robert Danis. Il a placé des grosses dalles de pierre quadrangulaires qui évoquent les piliers du péristyle. Et devant ces dalles, il a fait planter des ifs. Et aujourd'hui, ces ifs se sont beaucoup empâtés, ils ont beaucoup grossi, de sorte qu'ils bouchent la vue. Donc là, je vous mets le plan de Robert Danis, le projet de Robert Danis. Comme il est très peu lisible, j'ai souligné en noir les dalles de pierre et en vert les ifs, et vous voyez que les ifs étaient beaucoup plus fins et permettaient de voir qu'il se passait quelque chose derrière, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Donc là, avec Christophe, nous avons proposé tout simplement d'amincir, de tailler les ifs de manière à les amincir, et comme pour le balcon des Muses, de mettre un panneau expliquant l'histoire de ce lieu et ce que c'était. Donc pour 2021, j'ai repris contact avec l'Université Paris 1 pour savoir s'ils étaient prêts à reprendre en 2021 le programme de 2020, mais comme quand il s'est agi quand il a quand il fallait programmer cette intervention, il était encore un peu tôt pour savoir ce qui allait se passer en mai et juin, de sorte que l'université s'est de nouveau désistée. Donc nous verrons en 2022 si nous pourrons travailler sur le mur des offices et le mur de la route de Bacchus. Et du coup, pour 2021, nous allons travailler sur 3 secteurs. D'abord, 2 anciennes latrines qui existent encore, hein, les lieux, c'est en fait les lieux d'aisance, donc des latrines. Donc vous avez, si vous connaissez bien le parc, peut-être que vous connaissez cette ruine qui est cachée par des broussailles, qui se trouve non loin du premier pavillon du Levant, qui se trouve par ici. Vous avez ici les lieux des communs qui ont été restaurés au XXe siècle, donc qui se trouvent en bon état et qui se trouvent derrière le bâtiment des gardiens ici. Et nous allons aussi travailler sur le double mur des écuries. Vous avez ici le mur extérieur des écuries que je vous ai montré tout à l'heure sur le plan, et la butte qui se trouve ici est en fait un des premiers murs de clôture du parc construit dès 1679-80, et qui n'a jamais été restauré et qui est complètement enseveli sous la terre et la végétation. Donc l'idée, c'est de dégager ce mur et de l'étudier comme étant un des rares murs encore complètement dans son jus. Donc, il y aura une 4e intervention, mais cette fois, ça ne sera plus dirigé par moi, mais par Bruno Benz et son association Hommage. Donc, Bruno, dans ses recherches en 1989 et en 1992, avait déjà cartographié et découvert une partie de cet aqueduc, mais il y a encore toute une partie à découvrir, et donc ça fait assez longtemps qu'il m'en parle, et moi j'ai préféré que ce soit lui qui le fasse. Voilà, c'est son projet, et puis moi je ne voyais pas tellement comment mener ce projet, donc j'ai proposé à Bruno de mener lui-même cette recherche. Donc voici une photo qui date de ces recherches de 1992. Et voilà, nous avons commencé cette semaine, le 15 juin, nous avons travaillé sur les lieux des communs. Donc vous avez ici un ancien plan sur lequel se trouvent les communs. Et vous avez cette petite structure qui est prise dans la pente, là, qui est en continuité des murs de soutènement. Et donc, c'était des latrines. Voici l'aspect qu'a cet endroit actuellement. Donc, tous les communs, tous les bâtiments des communs ont disparu. Sans doute, les fondations existent encore. Hein, si on voulait les fouiller, elles seraient sans doute encore là. Mais voici donc ces lieux. Donc, nous pouvons y travailler. L'entreprise Chapelle
n'a pas encore commencé son intervention, mais cette zone est complètement sécurisée, donc nous pouvons y travailler sans attendre leur intervention. Donc, nous avons commencé par nettoyer les murs, tous les lierres qui en descendaient, les mousses. J'avais auparavant fait vider ce local qui contenait de nombreuses planches, des vieilles chaises, et tout est parti à la benne. Nous avons commencé par faire le ménage, enlever toutes les toiles d'araignée. Puis, nous avons réalisé des fiches pour recenser tous les différents types de construction. Et enfin, ça date de ce matin, nous avons commencé à attaquer le sol, où nous espérons trouver des fondations et des fosses d'aisance. En effet, le sol n'a visiblement pas été touché. Si le bâtiment lui-même a été repris, alors d'après Didier Urbain, qui a été jardinier dans le parc de Marly, puis qui est maintenant surveillant et qui est rentré au domaine en 1979, il n'a jamais vu de travaux à cet endroit. Donc les travaux de restauration datent d'avant 1979. Donc ça devient de l'archéologie, de l'archéologie contemporaine. Mais enfin bon, nous, les archéologues, on préfère quand même les choses un petit peu plus anciennes. Et donc nous avons l'espoir de trouver des choses plus anciennes dans les sous-sols. Donc, grâce à la restauration du XXe siècle, les lieux des communs sont encore en bon état, sont encore là, tandis que les lieux que Bruno a appelés les lieux de la demi-lune sont déjà en partie effondrés. Vous avez ici une carte postale qu'il m'a communiquée et qui date d'avant 1909. Donc, c'est le tout début du 19e siècle. Du XXe siècle, pardon. Alors, vous voyez que déjà toute la partie centrale s'est effondrée. Et là, je vous remets une photo actuelle. Donc, là, ici, on le voit mal derrière les sondages, mais derrière les feuillages. Mais il y a des étaiements, mais qui ne soutiennent plus rien. La voûte, il y a un arbre qui pousse ici. La voûte est instable. Donc, nous ne pouvons pas encore travailler dans cette zone. Il faut que nous attendions l'intervention de l'entreprise qui doit déjà enlever toutes les broussailles, couper l'arbre qui pousse ici, décaisser un peu la terre qui se trouve sur la voûte, et puis aussi purger la voûte. Donc, ce que j'espère pouvoir faire, c'est qu'une fois qu'ils auront tout débroussaillé, nous pourrons faire une photogrammétrie à distance, de manière à avoir quand même un état avant que nous purgions la voûte, parce qu'il y a vraisemblablement toute une partie de la voûte qui va partir, mais je ne peux pas faire travailler des stagiaires dans un endroit instable comme ça. Donc, nous attendons encore un peu.